Alors, le troisième sujet est un sujet alors proprement chirurgical fœtal, puisqu'il s'agit de la chirurgie du myéloméningocèle. C'est donc Cyril James, qui est neurochirurgien pédiatre à Necker, qui va nous en parler. Bonjour. Tout d'abord, merci pour cette invitation. Alors, donc, je suis neurochirurgien pédiatre et la neurochirurgie anténatale, c'est quelque chose d'extrêmement récent. Et grâce à l'équipe de Yves Ville, on a commencé à développer un traitement un petit peu particulier qui est la chirurgie anténatale du myéloméningocèle. Alors, je vais faire brièvement un petit rappel de ce qu'est le myéloméningocèle, ou spina bifida, qui est un abus de langage, parce que spina bifida, ça veut dire juste vertèbre ouverte, et ça n'est pas une myéloméningocèle, comme on a tendance à entendre parler vulgairement. C'est-à-dire que le myéloméningocèle, c'est une malformation de la moelle épinière, et le spina bifida, c'est un sac dans lequel on met tous les dysgraphismes spinaux. C'est-à-dire que toutes les malformations de la colonne vertébrale et de la moelle épinière sont des spina bifida. Mais la myéloméningocèle est une petite partie des malformations du rachis et de la moelle épinière. Donc globalement, il y a les dysgraphismes ouverts, donc les malformations graves, et les dysgraphismes fermés, qui sont beaucoup, beaucoup moins graves. Malheureusement, les dysgraphismes ouverts sont plus fréquents, comme vous pouvez le voir, que les dysgraphismes fermés. Donc, dans les dysgraphismes fermés, il y a une quantité faramineuse de pathologies, mais tout ça emmène à un syndrome de la moelle attachée basse, c'est-à-dire que la moelle épinière est maintenue tout en bas du rachis et elle n'est pas à son niveau normal qui est au niveau D12, L1. Donc, globalement, le développement de la moelle épinière et du tube neural va engendrer ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la malformation de la moelle épinière et le myéloméningocèle, donc le dysgraphisme ouvert, qui est lié uniquement à un trouble de neurulation primaire. Alors, la neurulation primaire, c'est extrêmement rapide en embryologie, c'est-à-dire que là, on est à 10 jours, et on voit que le tube neural qui va se former au fur et à mesure est en train de se fermer et va créer la moelle épinière, les somites, se ferment au fur et à mesure. Et c'est ce trouble de fermeture du tube neural qui va engendrer cette malformation de l'os et de la moelle épinière. C'est-à-dire que la placote va rester ouverte, au lieu de faire un tube, elle va rester plate. Et comme elle reste plate, tous les tissus qui sont censés se former au-dessus, en l'occurrence les méninges, l'os, les muscles et la peau, ne sera pas fabriqué. Donc on est avec une moelle épinière qui est directement en contact avec le liquide amniotique. Donc la myéloméningocèle, c'est une malformation qui est extrêmement grave. Elle est d'autant plus grave qu'elle n'est pas létale. C'est-à-dire qu'elle engendre des troubles fonctionnels et intellectuels qui sont graves, mais on ne peut pas dire que les enfants qui naissent avec cette malformation vont mourir à la naissance. Ça n'est pas vrai. La mortalité aux États-Unis était de 7,9%, elle est beaucoup moins à l'heure actuelle, et en Europe, elle est aujourd'hui aux alentours de 7 à 8%. Donc c'est une pathologie qui est extrêmement vieille et extrêmement connue, avec plusieurs images qui ont été reproduites. Donc on a donc la moelle épinière qui va sortir directement en contact avec le liquide amniotique, et donc toute cette zone ici qui est en contact avec le liquide amniotique ne sera pas fonctionnelle. C'est-à-dire que tous les nerfs qui vont partir de là ne fonctionneront plus jamais. Donc, comme on peut le voir sur les différentes images, on a cette placote qui est ouverte d'un côté et de l'autre, qui est la plaque neurale qui est censée se fermer, et on voit que tous les tissus qui sont censés être au-dessus ont totalement disparu. Donc, je vais rapidement avancer sur la prise en charge. Donc, bien évidemment, il y a une prise en charge primaire qui est l'acide folique. Ça, je vais en parler 2 secondes, parce
parce que c'est quelque chose qui m'embête beaucoup. Il y a évidemment le diagnostic anténatal, on est extrêmement bon maintenant sur les diagnostics anténataux. Il y a la proposition de l'interruption de grossesse. Je vais parler plus précisément de la chirurgie fœtale. La chirurgie postnatale, on va passer très vite dessus, et le suivi au long cours. Donc il y a une chose qui est extrêmement importante dans le c'est la prévention de l'acide folique. Et je voulais juste dire qu'il y a une étude assez importante qui a prouvé que l'acide folique avait un effet extrêmement protecteur. Et donc on voit que l'acide folique va diminuer les risques de malformation de la moelle épinière. Et ça, c'est pour la population en France, on est extrêmement mauvais. On reste vraiment très très mauvais sur la prévention parce qu'on voit à l'heure actuelle qu'on a moins de 10% de prévention correcte. On est les plus mauvais de l'Europe et on n'est pas bon du tout sur l'amélioration ces dernières années, ce qui est pas terrible. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais c'est probablement parce qu'on n'a pas de message correct au niveau des personnels, mais c'est dommage. Alors, le diagnostic et les interruptions de grossesse. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les myéloméningocèles, cette malformation n'est pas une maladie létale. Donc, comme on peut le voir, les malformations sont très basses ici et hautes ici, et on voit que la plupart sont vivants, peu importe le niveau de la malformation. Et plus la malformation est haute, plus c'est grave. Par ailleurs, les troubles sphinctériens, ils sont présents à 100% chez tous les patients. C'est-à-dire que soit ils s'auto-sondent, soit il y a des hétérosondages, mais de toute façon, tous les enfants auront des troubles sphinctériens au long terme. Après, les troubles moteurs, ils l'ont en fonction du niveau de la malformation. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que en 2002, je ne pensais qu'on ne verrait plus jamais de myéloméningocèle. Et donc, on en voyait un par an, etc. Et on a vu réapparaître ce type de malformation de manière assez exponentielle. On pourra revenir dessus, mais c'est extrêmement étonnant. Donc, c'est une malformation qui a une nette recrudescence ces dernières années. Alors, la chirurgie néonatale, c'est le seul but de la chirurgie postnatale, c'est uniquement d'éviter le surhandicap. C'est-à-dire que la malformation est présente, les nerfs qui partent de là et toute la partie inférieure de la moelle épinière ne fonctionnent pas et ne fonctionnera jamais. C'est-à-dire que plus la malformation est haute, moins il y aura de muscles dans les membranes qui vont fonctionner, les troubles sphinctériens seront présents ad vitam et potentiellement les troubles intellectuels. Alors, qu'est-ce qu'engendre une myéloméningocèle ? Donc, comme je l'ai dit, un handicap fonctionnel, donc les troubles moteurs, plus le niveau est haut, plus la motricité sera altérée. Donc, c'est-à-dire une lésion L1 va engendrer un enfant qui sera en chaise roulante et un adulte qui sera en chaise roulante au long cours. Une lésion S1, c'est un enfant qui marchera, qui aura des troubles distaux, mais qui pourra marcher malgré tout. Les troubles sphinctériens sont présents systématiquement. Il y a autre chose dans les myéloméningocèles, c'est les malformations qui sont liées à la dépression liée à l'ouverture de cette moelle épinière. C'est-à-dire que normalement, la fabrication de la moelle épinière et du cerveau se fait dans un bocal complètement fermé, avec une pression constante. Le fait d'avoir un trou, ça diminue cette pression. Le liquide céphalorachidien va s'écouler dans ce trou au niveau lombaire ou dorsal. Et donc, il va se créer une dépression au niveau du crâne. Et il va y avoir une descente des amygdales du cervelet, donc des amygdales cérébelleuses. Et c'est ça ce qu'on appelle le Chiari-2, qui est une malformation au niveau de la fosse postérieure, avec une descente des amygdales cérébelleuses dans le trou occipital. Le fait que ces amygdales descendent et qu'il y a le tronc cérébral, la jonction bulbomédulaire, qui est beaucoup trop de monde, entre guillemets, dans ce foramen magnum, va engendrer une sténose, qui est liée au Chiari de type 2. Le fait de créer une sténose, ce qui va engendrer une hydrocéphalie, parce que comme il y a un bouchon, le liquide va s'accumuler en amont, donc au niveau des ventricules latéraux, l'endroit où on fabrique le liquide céphalorachidien, et donc ces enfants vont avoir une hydrocéphalie, une accumulation de liquide autour du cerveau. Le fait d'avoir une hydrocéphalie en anténatale, comme l'eau est quelque chose d'incompressible, ça va écraser le cerveau.
le fait d'écraser le cerveau, ça va empêcher les neurones de se développer au niveau du cerveau. Ce qui a, bien évidemment, va engendrer une désorganisation cérébrale et donc un handicap mental au long terme. Alors, il faut savoir que cette maladie ou cette malformation, ça ne crée pas que des enfants, ça crée des adultes, puisque c'est des êtres vivants qui ont une espérance de vie assez correcte. Mais malgré tout, une qualité de vie qui est assez délétère, puisqu'on voit que la majorité d'entre eux sont célibataires, qu'une très grande partie d'entre eux n'ont pas d'emploi, et qu'une très grande majorité d'entre eux restent avec leurs parents, même à l'âge adulte. Donc c'est une qualité de vie qui est extrêmement complexe pour la famille et pour eux. Alors, j'ai pris ça de ma collègue Salima qui est ici, qui fait une étude qui vérifie le nombre de motoneurones dans la moelle épinière au niveau de la malformation, en su et en sous-jacent par rapport au myéloméningocèle. Et on voit que déjà à 15 semaines, il y a une disparition complète des motoneurones. C'est-à-dire que le fait d'avoir un contact avec le liquide amniotique, on n'a plus de motoneurones dans la moelle qui est ouverte. Alors on est en train d'essayer de voir, pour essayer de savoir s'il y en avait avant ou pas. On n'a que 2, pour l'instant, enfants qu'on a réussi à avoir avant 15 semaines, et on se rend compte qu'il y a plus de motoneurones. C'est-à-dire que la moelle, au départ, a l'air d'être normale, même si elle est ouverte, avec un nombre de motoneurones qui a l'air d'être correct et qui s'abîme avec le temps. Alors ça s'abîme sur quoi? On ne sait pas. Alors il est probable que ce soit le fait que les urines arrivent à ce moment-là, et que l'urine dans le liquide amniotique en contact avec la moelle épinière, c'est pas extrêmement bon, et il y a probablement une toxicité. Mais on ne sait pas encore, on est en train de travailler dessus. Donc, l'évolution prénatale du myéloméningocèle, donc la malformation de Chiari, elle arrive extrêmement tôt, puisque vous voyez que déjà, avant 20 semaines, on a l'apparition de ce Chiari. Donc c'est probablement lié, et c'est certainement lié à ce problème de dépression. Les malformations au niveau des pieds évoluent lentement, mais malgré tout, ils sont là assez rapidement. Et la disparition des motoneurones, elle est extrêmement rapide au niveau de la malformation. Et par contre, les motoneurones qui sont présents et qui disparaissent juste en amont de la malformation évoluent avec le temps. Et donc, l'intérêt de la chirurgie anténatale, elle n'est pas de sauver et de guérir, malheureusement, mais d'éviter les complications secondaires. C'est-à-dire qu'on sait qu'une malformation au niveau de L5, elle va devenir L4, puis L3 avec le temps. Et le fait de les opérer tôt va permettre de les stabiliser en L5 et de faire en sorte qu'ils ne s'aggravent pas et qu'ils ne majorent pas leurs troubles au long terme. Alors, il y a eu une étude qui nous a un petit peu stimulé sur la chirurgie anténatale. C'est l'étude du MOMS qui a montré que la chirurgie anténatale améliorait beaucoup de choses. Elle améliorait, le niveau lésionnel, c'est-à-dire que on gagnait en moyenne 2 niveaux sur la malformation, c'est-à-dire qu'une malformation L1 se transformait en une malformation L3, donc un enfant non marchand pouvait être déambulant, donc ça c'était plutôt bien. On n'améliorait pas les troubles sphinctériens, par contre on améliorait nettement le risque d'hydrocéphalie et de Chiari. Donc cette étude a été arrêtée, et donc on a initié les traitements de chirurgie anténatale. Donc jusqu'ici, il y avait la chirurgie ouverte, c'est-à-dire que, comme M. Ville vous l'avait montré, en fait, on sort l'utérus, on ouvre l'utérus, et puis on voit la malformation, on met le dos de l'enfant ici, et puis on va fermer, comme on ferme d'habitude en postnatal, on ferme la placode, on va chercher la peau, et puis on va la refermer étape par étape. Alors, la morbidité périopératoire maternelle, elle est malgré tout maîtrisable, mais on pense qu'elle peut être réduite. Et bien évidemment, comme on l'a dit tout à l'heure, la morbidité utérine. C'est-à-dire que le fait d'opérer un utérus en plein développement et en pleine croissance, c'est pas très bon, et il y a un risque au long terme pour les grossesses ultérieures. Et on se retrouve avec un utérus comme ça, en
au bout de la 25e semaine, alors qu'on n'a pas fini la grossesse. Donc cet utérus cicatriciel, il devra grandir encore, et malgré tout, il y a des risques pour les grossesses ultérieures. D'où l'intérêt avec des prématurités et donc des risques ultérieurs. Alors, on a longuement étudié l'intérêt de faire cette chirurgie ouverte par rapport à la fœtoscopie. Au départ, il y a eu plusieurs études sur la fœtoscopie, et puis on utilisait 2, 3, 4 trocars, ce qui faisait qu'à terme, toutes les petites incisions des trocars faisaient que malgré tout, on avait une très grosse incision sur l'utérus. Donc globalement, on faisait à peu près la même chose. Alors, il y a l'équipe de Belfort qui a utilisé par contre 2 petits trocars, qui a montré qu'on pouvait faire ça en fœtoscopie. Et sur plusieurs patients, ils en ont beaucoup plus que 10 maintenant, ils ont une durée qui est bien évidemment un peu plus longue que l'ouverte, mais malgré tout avec des répercussions et des mortalités et des malformations long terme qui sont bien meilleures que la chirurgie ouverte. Alors on a ouvert un protocole avec M. Ville et M. Stirnemann. Donc on fait ça avec 2 trocars. Donc on sort l'utérus, on met 2 trocars dans l'utérus après une vérification échographique, sous anesthésie générale de la maman et du bébé. Et puis on injecte pareil dans le bébé un anesthésique. On met 2 trocars de 3 mm. Et avec ces 2 trocars, on va faire exactement la même chose que ce qu'on fait en ouvert. C'est-à-dire qu'on va décoller la placode, refermer la moelle et refermer la peau. Ce qui va permettre de diminuer au long terme les malformations cérébrales, les caries et gagner des niveaux fonctionnels. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails des inclusions et des critères de non-inclusion, mais globalement, il faut que la patiente comprenne, que la famille comprenne, qu'ils ne veuillent pas d'interruption de grossesse, parce que la myélomyélangocèle est une maladie pour laquelle on peut proposer une interruption de grossesse, mais énormément de gens, récemment, veulent conserver leurs enfants avec ce type de malformation. Et donc, c'est ce qu'on fait en ce moment. Donc, avant-ventre ouvert, mais utérus fermé. Donc, on est toute l'équipe, c'est-à-dire il y a des gynécos, il y a un neurochirurgien, et puis on va faire le travail qui permet de fermer cette moelle et d'éviter les complications secondaires. Malheureusement, on ne peut pas guérir cela, mais on peut améliorer la qualité de vie de ces enfants. C'est tout ce qu'on peut proposer à l'heure actuelle. Alors si on voulait les guérir, il faudrait qu'on puisse les prendre en charge extrêmement tôt. C'est-à-dire qu'au moins les prendre au bout de la, je pense qu'au de la 10e, 11e semaine. Mais pour l'instant, c'est quelque chose de pas concevable à l'heure actuelle. Voilà. Bien, merci beaucoup. J'aurais une question à vous poser par rapport à l'acide folique. Comment on reconnaît, est-ce que c'est dû à un déficit en acide folique? Comment on le reconnaît? Comment on le traite? Quelle est son efficacité? Alors, peut-être que les gynécos pourront mieux répondre que moi, mais en général, l'acide folique, on a tous un déficit en acide folique, globalement. Et le fait d'hyper-concentrer cet acide folique va minimiser le risque de malformation du tube neural et de fermeture de ce tube neural. Et le problème, c'est que en France, alors je ne sais pas pourquoi on n'est pas bon. Aux États-Unis et au Brésil, ils en mettent dans tous les aliments. Ça fait partie du quotidien systématique. Nous, en France, il y a encore des gynécos qui disent non, c'est pas grave, vous n'en prenez pas. Parce que le truc de l'acide folique, c'est qu'il faut être imprégné avant la grossesse. Donc globalement, il faut que les mamans croquent de l'acide folique au moins 3 mois avant, 3 mois avant le fait qu'elles deviennent enceintes. Et ça, c'est un peu compliqué. Mais c'est ça le souci principal, mais je pense que c'est un manque d'information. Il y a encore des gynécos qui disent bon, c'est pas grave, vous inquiétez pas, de toute façon ça ne sert à rien. Mais on est très très mauvais en France pour ça. Oui, une question. Oui, dans le même sens,
Est-ce qu'il y a une diététique particulière qui permet d'éviter la supplémentation d'acide folique dans les 3 mois qui précèdent la grossesse? Non, en fait, globalement, parce qu'il faut une concentration de salade extrêmement importante pour pouvoir. Est-ce qu'il faut le doser? En fait, il est dosé à c'est tout petit la dose qu'on donne pas en médicaments, mais ce qui correspond à une dose extrêmement importante dans l'alimentation. Donc on ne pourrait pas compenser le manque à gagner dans l'alimentation. Vous conseilleriez pour les grossesses de faire prendre de l'acide folique 3 mois avant la conception, oui. C'est pas un médicament qui engendre le moindre effet secondaire. Donc globalement, toutes les femmes qui veulent ou qui désirent avoir un enfant, elles peuvent en prendre pendant 1, 2, 3 ans sans que ça ne pose aucun problème. D'accord. Et toujours dans le même ordre, vous avez dit qu'il y avait une augmentation très importante. Vous reconnaissez les facteurs? Est-ce que c'est un type de population particulier? Alors, c'est un peu compliqué parce qu'on se rend compte que le fait qu'il y ait une augmentation de l'intensité de la religion joue un rôle probablement assez important dedans. Et c'est-à-dire que les gens, jusqu'en 2011, enfin jusqu'en 2002, etc., il y avait la religion n'était pas autant, je ne vais pas dire extrémiste, mais autant jusqu'au boutiste qu'elle ne l'est à l'heure actuelle. Et maintenant qu'on a une recrudescence des gens qui... La plupart des gens qui ne veulent pas faire d'interruption de grossesse, dans une très grande majorité des cas, si pas à 100%, c'est pour un problème religieux. Toutes les personnes qui interrompent leur grossesse sont des personnes qui ne sont pas religieuses. C'est presque aussi simple que ça. Donc c'est le refus de l'interruption, ce n'est pas certaines populations qui sont plus exposées à... Absolument pas, non. Alors il y a des facteurs qui sont aggravants, comme le diabète, la prise d'antiépileptiques comme l'acide valproïque, et le fait d'avoir eu un enfant qui a déjà d'avoir eu une grossesse avec un enfant qui a eu un myéloméningocèle. Ce sont les 3 facteurs de risque qui peuvent aggraver justement le risque de myéloméningocèle. Mais en dehors de cela, il n'y a pas de population particulière. Quel est le rôle de la dépakine dans cette pathologie? Alors la dépakine, elle joue un rôle assez délétère pour plein de choses. La dépakine, dans ce cas-là, va jouer un rôle sur la migration la fermeture du tube neural. Et donc elle va créer justement une malformation du tube neural. Alors ça peut être ça, elle peut aussi créer des malformations cérébrales graves, elle peut aussi créer des malformations faciales, etc. La dépakine, c'est extrêmement tératogène. Et ça peut donner ce genre de choses. Mais dans ce cas-là, oui, ça peut donner des troubles de fermeture du tube neural et induire des myéloméningocèles. Est-ce qu'il y a des indications de chirurgie de moelle attachée in utero ou immédiatement post-natal? Alors, pour les moelles attachées, c'est un petit peu différent. C'est-à-dire que le pronostic moteur est pas plus grave qu'il soit opéré en anténatal ou en post-natal. C'est-à-dire que dans les moelles attachées, comme vous l'avez vu, il y a plein d'autres pathologies. Et la majorité de ces autres pathologies, ils sont soit asymptomatiques, soit symptomatiques dès la naissance, mais stables. Donc, qu'on les prenne en charge avant ou après la naissance, le pronostic est le même, globalement. Donc, il n'y a pas beaucoup d'intérêt à le faire en anténatal. Par contre, l'hydrocéphalie, oui.